Selon le 13e baromètre du Défenseur des droits publié en 2020, 23% des personnes actives en France déclarent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans l'emploi. Les critères les plus souvent évoqués sont l'apparence physique, 40%, le sexe, 40% et l'état de santé, 30%. Mais il y a aussi l'origine ethnique ou l'âge. Une enquête de l'IFOP révèle que les discriminations durant le processus de recrutement sont passées de 12% en 2001 à 21% en 2021. À l'occasion des Jeux paralympiques de 2024, il a été souligné que les personnes handicapées en France sont fortement touchées par le chômage, 12% en 2023 et 70% d'entre elles gagnent moins de 1 158 € par mois, illustrant les inégalités persistantes. Ces données mettent en évidence l'importance de la prévention des discriminations dans les processus RH et la nécessité pour les entreprises de mettre en place des mesures concrètes pour promouvoir l'égalité des chances. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec notre experte Lou Pratali, coach de dirigeants, DRH externalisée, consultante RH et fondatrice de Guyana Conseil. Lou, quels risques encourent ces entreprises qui ne prennent pas au sérieux les discriminations à l'embauche ? Alors, pour faire une réponse très simple, sur le plan théorique et juridique, ça va jusqu'à 3 ans de peine d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en fonction des types de discrimination. La réalité, c'est que ce sont des sanctions qui sont tout à fait théoriques parce que c'est très difficile de prouver qu'on a été discriminé à l'embauche. Néanmoins, et là c'est une sanction qui est immatérielle mais qui est beaucoup plus forte et qui a un impact qui est réel pour les entreprises, c'est tout simplement le fait que les candidats vont véhiculer une image qui va être, une réputation qui va être très mauvaise des entreprises, ce qui progressivement va pouvoir venir saper leur marque employeur. Concrètement, ça veut dire qu'elles vont être moins attractives pour des salariés et c'est des phénomènes qu'on va pouvoir voir en tant que candidat à travers des sites de type Glassdoor, qui est un site de partage d'avis sur les entreprises, et qu'on va pouvoir aussi voir rejaillir à travers des comptes Instagram tels que Balance ta Startup, qui est un compte sur lequel un certain nombre de candidats ou de salariés ont pu faire remonter des problématiques, notamment liées à la discrimination, mais à tout un tas d'autres sujets, d'autres challenges des entreprises. Et progressivement, l'impact que ça aura pour l'entreprise, c'est qu'elle aura de plus en plus de mal à trouver des candidats. Il y a un autre impact aussi par rapport à cette discrimination qui est très difficile finalement à voir pour les entreprises parce que ça n'est pas une sanction, ça ne coûte pas de l'argent, ça n'est pas immédiat, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait au long cours, c'est tout simplement la perte de compétitivité. Parce qu'une entreprise qui discrimine aura moins de diversité, donc potentiellement moins d'innovation, et donc sera moins compétitive par rapport à d'autres entreprises. Donc c'est vrai que c'est assez fou par rapport aux chiffres que vous partagiez tout à l'heure, de se dire qu'on est à nouveau dans un phénomène de repli où les gens essaient de se protéger les uns par rapport aux autres en écartant tout simplement ceux qui sont différents. C'est assez dingue. Alors, les discriminations, elles peuvent être volontaires ou involontaires. Comment on distingue ces deux formes dans les processus RH ? Je vais vous donner l'exemple archétypal de la discrimination volontaire. Moi, recruteur, je vais refuser de voir un candidat parce que c'est une femme, parce qu'il habite à tel endroit, parce qu'il ressemble à ci ou à ça, parce que j'ai vu sa photo de profil, il est vraiment sur son CV, c'est pas possible, parce qu'il a fait telle école de seconde zone, et nous, vraiment, on recrute que des top performeurs sortis de grandes écoles. Donc, à partir du moment où la personne le dit très explicitement, c'est de la discrimination volontaire. Est-ce que la personne se rend compte que c'est de la discrimination ? Franchement, je pense qu'on est quand même aujourd'hui assez éduqués, assez sensibilisés sur la question. Donc, avoir des discours du type « Ah non, mais moi, je ne recrute pas telle personne parce qu'elle a un nom à consonance allez, X, Y, Z qui vient de tel ou tel pays. » Non, vraiment, ce n'est pas possible. En fait, quand on est dans la discrimination volontaire, on est dans le monde de la croyance et du jugement. C'est assez fou, mais on est face à des personnes qui ont une vision complètement biaisée et déformée de la réalité et qui finalement ne regardent pas du tout l'individu qui est en face d'eux, mais regardent simplement à travers leur filtre et ne vont pas chercher à modifier ça. Là où en revanche on est dans une situation de discrimination involontaire, c'est quand à travers une situation on est sur finalement, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé ou pas, pourquoi on a recruté, pourquoi on n'a pas recruté, mais progressivement, on peut voir des patterns qui se répètent. Je vous donne un exemple que j'ai pu rencontrer en entreprise. Moi, manager, je vais avoir tendance à recruter que des femmes, ou que des hommes, ou que des personnes qui ont telle caractéristique. Peu importe la caractéristique, d'ailleurs. Ça peut être que des gens qui aiment faire du tricot. Ce serait une forme de discrimination. Plus par affinité. Exactement. Et en fait, cette discrimination-là, elle n'est pas intentionnelle, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas
« oh là là, ce critère va être mon critère de prise de décision » ou mon critère qui va faire que je vais écarter certains candidats. Mais c'est quelque chose de plus insidieux, de plus inconscient, comme vous le disiez, qui va se répéter. Si sur une équipe de 4 managers, il s'avère que ce sont toutes des femmes et qu'elles sont toutes jolies, a priori, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Donc ce n'est pas des choses qui se voient tout de suite quand on est RH, c'est des petits indices où on se dit, tiens, il s'est déjà passé ça la dernière fois, est-ce que ça ne pourrait pas créer un biais inconscient qui devient un critère de prise de décision qui n'est plus du tout basé sur les compétences de la personne. Et ça, je pense que c'est un élément aussi à souligner, c'est que dès lors qu'on sort de l'analyse liée aux compétences et du match entre les compétences et le besoin de l'entreprise, dès qu'on sort de ça, potentiellement, on rentre dans une logique d'affinité. Et cette affinité est en zone grise permanente avec les biais cognitifs et avec la discrimination, quand on tire le trait à l'extrême sur les 25 critères de discrimination qui sont mentionnés dans la loi, tout simplement. Ce que n'a peut-être pas l'IA, c'est peut-être aussi l'IA qui va sauver un peu ces discriminations-là. On le verra en fin d'émission, on en parlera. Bon, peut-être que vous n'êtes pas totalement d'accord, mais on en parlera. On en parlera. Vous avez parlé des biais inconscients. Oui. Je l'ai relevé là, le terme. Donc, on parle beaucoup justement des biais inconscients dans les décisions RH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est ? On a à peu près compris juste avant dans les exemples que vous donniez. Et comment ça se manifeste dans les process RH ? Ok. Les biais inconscients qui sont appelés biais cognitifs ont été théorisés par Buster Benson, qui est un Américain qui a énormément travaillé sur justement tous ces filtres, on va les appeler des filtres, ce sont des filtres de perception, et qui en a recensé plus de 250, répartis en différentes catégories. Ce sont vous voyez, quand on vous dit oh là là, tu pourrais mettre tes lunettes roses pour aller et voir un peu le monde de manière positive, c'est un biais. Et des lunettes roses, il y en a de 250 couleurs différentes. Et ce qui est vraiment amusant et indispensable quand on est en RH, c'est de savoir avec quel type de lunettes on sort le matin et avec quel type de filtre on voit le monde. Il peut y avoir tout un tas de biais différents et pour vous en partager quelques-uns, j'en ai noté quelques-uns, mais vous allez avoir par exemple le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est j'ai une idée dans la tête. Et au moment où la personne va me donner l'information qui confirme ce que j'ai dans la tête, je vais me dire je savais, j'avais raison. Et ça peut être sur tout un tas de sujets. Ça peut être sur l'analyse d'une situation et puis pouf, la personne en fait va dire ce qu'on attend. Donc on a déjà une idée, on n'est pas du tout à l'écoute quand on a ce biais de confirmation. De telle sorte que en fait notre jugement est complètement faussé. Biaisé du coup. Biaisé, exactement, par le fait qu'on attend et qu'on va amener l'autre à dire ce qu'on veut déjà. Donc quand on pose une question, en fait, on s'en fiche de ce que va nous raconter l'autre. On a déjà la réponse à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un biais qui est très fréquent. On va avoir ensuite en recrutement, alors vous avez ces deux biais inverses. Il y a le biais de c'est le premier qui parle qui a raison, puis il y a le biais de c'est le dernier qui parle qui a raison. Il va y avoir aussi, je ne me souviens plus de son nom, le biais de projection. J'ai fait telle école, il a fait telle école, oh, il est génial. Bingo. Exactement. Vous allez avoir aussi un biais qui est assez amusant, mais qu'on retrouve très souvent, c'est le candidat a une caractéristique où on se dit « Waouh, incroyable, il a bossé chez Google, il parle 7 langues, il est champion du monde de taekwondo, n'importe quoi. Il a fait un truc incroyable. » Et donc on va se dire « Oui, mais il a quand même fait ça. » Et ça, c'est quand même vachement bien. Donc c'est vrai, il n'a peut-être pas tous les autres critères pour le poste, mais il a quand même fait ça. Et ce biais d'extraordinaireté, je ne sais plus si je vous le dis correctement, mais il fausse en fait la relation où on met le candidat, on appelle en coaching, on n'est plus à parité, on met le candidat à un endroit plus élevé que nous, on se dit oh waouh. Et parce qu'il a ce truc, cet effet waouh, le reste devient secondaire. Et on en oublie de recruter pour le poste, pour les compétences dont on a besoin. Donc on se fourvoie complètement. D'accord, mais on peut aussi recruter quelqu'un pour ses compétences, mais aussi parce qu'on a des affinités. Et c'est humain d'avoir des affinités avec quelqu'un et de vouloir recruter pour ça. Oui, on a tous des biais, on en a tous tout le temps. Il n'y a pas une seule personne qui n'a pas un filtre à travers lequel elle voit le monde. Donc c'est normal d'avoir des biais. Ce qui est important, c'est d'être conscient de ces biais pour que ce ne soit pas le biais qui décide, mais bien nous. Justement, quels sont les premiers signes qui montrent qu'une entreprise doit travailler sur la prévention des biais ? C'est très intéressant et merci de poser la question. Quand vous avez une seule et même typologie de salariés, tous dans la même tranche d'âge, tous de la même couleur, on n'a pas le droit de le dire, mais quand même, c'est vraiment un sujet. Tous du même genre, si vous avez 90% de femmes ou d'hommes, peu importe, et une toute petite minorité, si vous n'avez que des parents ou aucun parent, en fait, l'absence de diversité est un signal criant
qui vous dit il y a quelque chose à faire et vous êtes complètement passé à côté. Si vous n'avez, on est en France, on a un pays où il y a une grande diversité, ce qui est assez merveilleux, si vous n'avez que des gens issus du même background, qui parlent la même langue, ça peut être aussi un critère dans une entreprise qui est internationale, c'est qu'il y a quelque chose. Si au niveau des fonctions de direction, vous avez toujours le même profil, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que vous êtes passé à côté de vos propres biais. Et à nouveau, l'enjeu est à une ère où, suite aux déclarations de Mark Zuckerberg chez Meta, qui nous dit « Oh là là, on arrête toutes les politiques de diversité et inclusion », à une ère où on a ce type de phénomène, il faut quand même garder quelque chose en tête. C'est que sur les 30 dernières années, il y a eu des tonnes d'études qui montrent que l'intelligence collective porte beaucoup plus de fruits et crée des entreprises beaucoup plus performantes, et que cette intelligence collective, plus elle est riche, plus elle est variée, plus il y a de diversité, plus il y a de biais différents quelque part et de lunettes différentes, plus l'outcome, plus le résultat sera riche et donc l'entreprise performante. Donc on est aussi dans un enjeu, si on réfléchit et qu'on n'est plus du tout dans une logique humaniste mais très pragmatique, de compétitivité, de business. Et ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas des jolies politiques RH pour être sympa, pour que tout le monde puisse avoir sa place. Bien sûr que c'est indispensable. Mais malgré le fait aussi qu'il y ait des entreprises qui font ça juste pour ça, hein, juste pour redorer un peu... Oui, c'est du diversity washing, si on peut appeler ça comme ça. Après, le greenwashing, le tout en tête. Mais c'est exactement pareil. On ne fait pas de la diversité pour la diversité. On fait de la diversité parce que le monde est pluriel et qu'en fait, quand on est une entreprise, on s'adresse à une pluralité de marchés, à une pluralité de personnes et qu'on n'est pas tous câblés pareil. Donc, on a besoin, dans le creuset de l'entreprise, d'avoir cette richesse humaine, intellectuelle et de créativité aussi. Et ça, la diversité est indispensable pour ça. Je vous donne un exemple. En RH, c'est un grand sujet. Il y a une surreprésentativité des femmes. Mais évidemment, il y a quelques hommes et c'est une bataille pour recruter, pour staffer des hommes dans une équipe RH. C'est vraiment pas évident parce qu'il y a relativement peu de candidats. On a la situation inversée que dans la tech. Parce que les hommes, à mon avis, ne se sentent pas légitimes, mais peut-être qu'ils ne vont pas directement vers ce type de voie quand ils sortent de l'école. Ils n'y pensent pas. Ils se disent « Oh ben non, RH, c'est pour les femmes ». On peut en parler pendant des heures de pourquoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avoir un homme dans une équipe RH permet d'avoir une autre vision des choses sur la manière d'adresser certains messages, la manière de communiquer, la manière de comprendre certaines informations, va permettre de tisser des liens différents avec différentes populations au sein de l'entreprise. Donc, c'est finalement beaucoup plus inclusif, déjà, d'avoir plus de diversité, si on revient juste au microcosme de l'équipe RH, mais ça va permettre de diffuser et d'être à l'écoute et d'actionner des leviers qui sont tout à fait différents aussi. Donc c'est un enjeu qui est macro au niveau de l'entreprise, au niveau de la société, bien sûr, mais au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau de toutes les équipes. Donc on l'a compris, effectivement c'est essentiel pour une entreprise de diversifier ses équipes, mais alors quelles sont les premières mesures concrètes qu'une entreprise peut mettre en place pour réduire les discriminations dans ses process RH ? Je pense que le point de départ, c'est pas forcément les process RH, mais c'est les dirigeants. Ce que m'a appris mon expérience, c'est que la personnalité du dirigeant cascade dans son intégralité, dans toute la façon de faire de chaque équipe. Et c'est encore plus valable sur les petites entreprises, évidemment. Dans les grandes entreprises, il y a un certain nombre de niveaux qui fait que ça se dispatche plus facilement. Mais en fait, le point de départ, c'est vraiment d'avoir des dirigeants qui soient éclairés par rapport à ça et qu'ils comprennent que c'est dans l'intérêt, dans l'intérêt de leur business. Ensuite, c'est comme tout sujet, d'abord, il faut savoir que ça existe. Donc c'est vraiment un enjeu de sensibilisation. Ça existe, les biais existent, la discrimination existe. Parfois on en fait et on ne s'en rend pas compte. Parfois on en fait et on n'a pas du tout envie d'en faire et on se dit que jamais nous on pourrait faire un truc pareil. Mais c'est cette discrimination involontaire dont vous parlez. Donc le point de départ, c'est juste de dire, voilà, il y a une boîte de Pandore, il y a écrit discrimination dessus, n'ayez pas peur, ça ne fait pas forcément de vous des mauvaises personnes, ça arrive à tout le monde. Et en fait, ce qui compte, c'est d'abord de mettre la lumière là-dessus, de prendre conscience de ça. Et du fait que ça existe. Il y a plein de façons pour montrer que ça existe. Vous avez aujourd'hui des systèmes absolument géniaux avec de la réalité virtuelle. Vous mettez un casque, vous vous retrouvez dans une situation et vous vivez une situation. Et là, de dire, ah tiens, j'incarne un personnage qui, moi je suis blanche, du coup, qui n'a pas la même couleur de peau que moi. Moi je suis brune, en fait d'un coup c'est une blonde. Et oh, c'est bizarre, en fait je suis un homme. Waouh, donc tous les regards sur moi changent. Donc déjà, de prendre conscience de ça,
de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je suis grand. Enfin, cette réalité virtuelle va pouvoir changer la perception qu'on a de nous-mêmes et nous faire prendre conscience que à un instant T, on est dans ce corps, dans cette situation, on vient de tel endroit. Enfin, voilà, il y a tous ces critères qui sont là, où par exemple, on est en fauteuil roulant. Les gens qui sont atteints et qui sont porteurs de handicap sont pas du tout perçus de la même façon par le monde extérieur. Mais nous, on sait qu'à l'intérieur de nous, on est la même personne. C'est l'enveloppe qui change. Et cette enveloppe-là, on n'en a pas du tout conscience. Parce qu'en fait, on est en fonction de justement qui on n'a parfois pas du tout été victime de discrimination. Donc on ne se rend pas compte à l'intérieur de soi de ce que ça veut dire. Et une fois qu'on sensibilise à ce sujet, qu'on donne à voir et qu'on donne à ressentir aux différentes personnes, ça peut se faire donc à travers des communications, à travers des ateliers, à travers des mises en scène, à travers des témoignages, à travers des partages aussi, ça c'est très très intéressant. Une fois qu'on donne à voir ça, les managers, on va commencer par les managers et par toutes les équipes qui recrutent. Donc les salariés qui recrutent, parfois sont les managers, parfois sont les membres des équipes RH, puis parfois sont des contributeurs individuels qui font partie de certaines équipes et à qui on va demander de rentrer dans ce processus. Prendre le temps de rassembler ces personnes-là et de mettre la lumière, de leur donner à voir ces éléments, c'est la première étape, c'est très très important. Et ensuite, de les former sur l'aspect plus légal. Quels sont les textes de loi qui l'interdisent? Quelles sont les sanctions qui sont encourues? Quels sont les types de discrimination? Ce n'est pas évident, tout le monde n'est pas au courant qu'il peut y avoir de la discrimination sur la base de la domiciliation bancaire. Bon, ça fait partie des critères de discrimination qui sont, auxquels on ne pense pas forcément. Vous pouvez aussi permettre de voir que, je vous donne un exemple, là, il y a des sujets de discrimination qui sont en cours de discussion, vous pourrez envisager d'avoir de la discrimination sur l'apparence capillaire. Mais c'est depuis longtemps, ça, sur l'apparence capillaire. Les cheveux bouclés sont très, très, très discriminés. Ça, c'est quand même bien... Quelqu'un qui a une crête verte, est-ce que vous allez le recruter? Je ne sais pas. Alors moi, je ne fais pas de recrutement. Donc, est-ce que fondamentalement, cette personne-là, elle est meilleure ou elle est moins bonne en fonction de si elle a un bonnet sur la tête et qu'on voit ses cheveux ou pas? En réalité, c'est strictement identique. Mais c'est la perception qu'on va en avoir. Après, effectivement, je ne rentre pas dans le débat il y a des métiers où on est en clientèle, où il y a une apparence, ça fait partie quelque part des compétences. Oui, bien sûr. Mais voilà, je ne rentre pas dans ce débat-là, il y a eu moult jurisprudences là-dessus, sur le sujet des tatouages, par exemple, sur le sujet des piercings. Donc tout ça sont des choses qui ont été posées, mais de faire prendre conscience de ça et de rappeler aux gens qu'on ne peut pas discriminer sur ces critères. C'est très, très important. Et surtout, il y a des manières de dire les choses, d'amener les choses. Dans quel contexte? Dans un contexte de recrutement, on ne peut pas tout dire, mais il y a aussi des manières peut-être de dire les choses. Par exemple, il y a certaines professions effectivement qui demandent à ce qu'on soit bien habillé, qu'on soit coiffé d'une certaine manière. C'est comme ça, c'est le poste qui le veut. Et on amène, entre guillemets, le propos d'une manière qui ne heurte pas le candidat. Alors ça, c'est encore un autre niveau de formation. Mais non, mais c'est une vraie question. Je fais juste un aparté. Moi, dans mon métier, on partage du feedback. Moi, dans mon métier, je suis obligée de dire à mon alternant, tu dois bien être habillé, tu mets un costume, parce que là, on va avoir un client, on est dans le B2B, on n'est pas dans le B2C. C'est déjà une forme de discrimination, parce que je suis en train d'expliquer inconsciemment que mon alternant, il est mal habillé. Mais je suis obligée de lui dire. Il y a une autre façon de lui dire qui peut être de dire... Voici les codes de cet univers, de ce type d'entreprise. Voici les attentes de nos partenaires et l'image qu'on doit renvoyer de correspondre à ces attentes pour qu'on puisse être pris au sérieux et être légitime. Et si on l'explique comme ça, en fait, on ne va pas remettre en cause l'individu, on va remettre en cause un environnement qui est autour de lui et non pas son comportement et non pas ses capacités, mais vraiment cet environnement. Et en expliquant qu'est-ce qui sous-tend cet environnement et qu'est-ce qui est attendu de cet environnement, on sort de la discrimination puisqu'on ne va pas attaquer l'identité et on revient à quelque chose de très factuel et de très lié au business. L'autre élément qui est très important en tant qu'équipe RH, l'autre élément qui est très important en tant qu'équipe RH pour lutter contre ces discriminations, c'est en fait de recentrer le débat. Quand on recrute quelqu'un, à nouveau, on recrute des compétences. Et le grand problème qu'on peut rencontrer dans le cadre d'un recrutement, c'est de se dire... Je rencontre plein de gens, puis à un moment donné, je vais faire une super rencontre et on verra, et ce sera la bonne personne. Quand on recrute sur un poste, on recrute des compétences. Si on sait exactement quelles compétences on recrute, si on a pris le temps de réfléchir à comment on va évaluer ce match sur les compétences, on n'est plus dans l'analyse de la personne, on n'est plus dans elle vient d'où, elle est comment, elle ressemble à quoi, elle parle quelle langue, on s'en fiche. Est-ce qu'elle a ou est-ce qu'elle n'a pas ses compétences? Est-ce qu'elle parle anglais ou est-ce qu'elle ne parle pas anglais? Et peu importe d'où elle vient,
Peu importe. Est-ce qu'elle est capable de maîtriser parfaitement Excel et telle formule d'Excel pour être un super analyste financier, par exemple. Et finalement, le reste devient secondaire. Donc il faut être clair avec ce qu'on recherche. Il faut être clair avec ce qu'on recherche. Il faut prendre le temps de vraiment bien faire ce cadrage sur les besoins des postes qu'on recrute et pas recruter à l'instinct. Ça, c'est terrible. Alors, vous parliez justement tout à l'heure, je vais rebondir là-dessus, de la réalité augmentée. Donc, on voit que finalement, ces nouvelles technologies, elles peuvent aider aussi, elles peuvent venir appuyer certaines causes. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, justement, certaines entreprises adoptent ces outils, alors parfois avec beaucoup de méfiance, mais on y est, on y arrive, et ce pour réduire le biais, justement, tous ces biais inconscients dans les recrutements. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces solutions ? Je suis assez mitigée dans le sens où l'IA est un outil, ce qui veut donc dire qu'il y a un humain derrière. Est-ce que l'humain qui est derrière est biaisé ou pas ? Est-ce que l'humain qui est derrière est conscient de ses biais ? Parce qu'on est tous biaisés. Est-ce qu'il est conscient des discriminations ? Comment est-ce qu'il va paramétrer son IA ? S'il me dit, toutes les personnes qui sont dans tel arrondissement, dans tel département, hop, elles sortent du tri, on est dans de la discrimination. Dangereux. Hyper dangereux. Si elle nous dit, je veux tel et tel mot-clé, en fait, on va se retrouver avec une autre sorte de biais. On va se retrouver avec une ère où les candidats vont devenir super bons en SEO, qui est Search Engine Optimizing, qui est en fait la technique qui permet par un système de mots-clés de faire monter le référencement. C'est exactement pareil que pour une page Internet, et on va le faire à travers un CV. Donc, pour postuler au poste de RH, je vais mettre le mot-clé GEPP, je vais mettre le mot-clé recrutement, je vais mettre le mot-clé PSE. Peut-être que j'aurais rien fait de tout ça, mais ça me permettra de passer à travers les filtres. Et en fait, c'est un autre biais qui se crée. C'est une sorte de biais, alors je ne sais pas s'il a un nom aujourd'hui, mais de biais algorithmique, de biais technologique, qui fait que celui qui connaît le mieux les règles de l'algorithme, comme on peut le voir sur Insta, sur LinkedIn, sur tout un tas de plateformes de réseaux sociaux, plus je connais la règle, plus je vais répondre à la règle et hop, remonter. Mais ce n'est pas ça qui fait ma compétence. Donc, peut-être qu'effectivement, on va réduire le nombre d'erreurs par rapport à certains biais, mais peut-être qu'en fait, on va en augmenter d'autres et qu'on va aller récupérer une population qui est plus acculturée à la chose technologique et au marketing et à toutes ces pratiques, et complètement oublier toute une autre population qui, en fait, qui est très compétente, mais qui ne sait peut-être pas aussi bien se vendre à travers un CV, qui n'a pas ces codes du numérique. Et ils ne sont pas forcément moins bons. Et pourtant, on dit que ça pourrait libérer beaucoup de temps justement aux équipes RH qui ont parfois aussi d'autres missions importantes à faire, mais qu'elles n'ont pas le temps de faire. Il n'y a aucun doute que l'IA générative libère du temps à tout le monde sur tout un tas de missions. Maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Plus de qualité peut-être en fait, et moins de quantité à faire, plus de qualité. Oui, et puis on peut se retrouver dans un système qui, à mon sens, en tout cas c'est un des risques, à voir s'il sera avéré ou pas, mais on peut se retrouver dans un système où les candidats qui vont passer le filtre, à nouveau, c'est toujours une histoire de paramétrage. En tout cas, les candidats qui pourraient être amenés à passer le filtre sont ceux qui ont des parcours plus linéaires. Si je dis à mon IA, va regarder quels sont les noms des entreprises, si c'est le même secteur d'activité, laisse passer le CV, si ça ne l'est pas, arrête le CV, je vais finalement me couper à une forme de diversité. Et pourtant, c'est une richesse, comme on le disait tout à l'heure. Exactement. Je comprends très bien. Et là, on est sur une richesse en termes de secteur d'activité, par exemple, où en fait, on peut voir plein de cas d'usage différents, et un secteur d'activité va en nourrir un autre. Enfin, ça dépend vraiment des métiers aussi sur lesquels on travaille. Oui, c'est certain. Qu'est-ce que vous pensez des quotas en matière de diversité dans les recrutements ? C'est une question qui me... la logique du quota est quelque chose qui me met très mal à l'aise parce qu'à nouveau, je trouve qu'elle décentre le débat. On n'est plus sur la compétence, on est sur de la discrimination. C'est de la discrimination positive, c'est un débat qui est apparu dans la sphère publique il y a bien longtemps avec les quotas dans les partis politiques. À la fois, c'est un outil qui va permettre d'amener plus de diversité, mais finalement, les personnes qui vont être là vont avoir beaucoup de mal à faire valider leur légitimité parce qu'elles sont perçues par les autres comme « Ah oui, de toute façon, tu remplis un quota ». Je suis très partagée là-dessus. C'est une pratique qui vient des États-Unis, qui... à nouveau, c'est super parce que merci Mark Zuckerberg de mettre le truc sur la table, qui est en train d'être sapé par ceux qui l'ont porté. C'est intéressant. Je ne suis pas sûre que la réponse soit dans les quotas. Pour moi, la réponse, elle est dans la sensibilisation, elle est dans la formation, elle est dans recentrer sur ce qui compte. À nouveau, on recrute des compétences. Et si on recrute des compétences, pas besoin de quotas.
Je vais vous prendre un exemple. J'étais dans une entreprise dans laquelle, dans le comité de direction, il y avait relativement peu de femmes. Certaines femmes étaient parties et des postes étaient ouverts. Et certaines collaboratrices m'avaient dit il faut absolument que ce soit une femme qui soit recrutée. Et je leur avais dit non, il faut que ce soit absolument quelqu'un de compétent qui soit recruté. En revanche, ce qui est indispensable pour moi, recruteuse, à ce moment-là, c'est d'avoir de la diversité dans mon panel de candidats. Et j'avais envie d'avoir des hommes, des femmes, des personnes de toutes sortes d'origines. Mais ensuite, mon critère de prise de décision, c'est leur expérience et leurs compétences. C'est tout. Je comprends bien, c'est très clair. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision. Non, tout le monde n'est pas d'accord, mais en fait, la majorité quand même pense comme vous, c'est-à-dire que les quotas, non, c'est pas terrible, mais par contre, effectivement, ça met en avant les femmes voilà, sur certains types de postes, et si on doit en passer par là, eh ben, on en passe par là. Voilà, c'est un peu ce qu'ils pensent, mais effectivement, je pense que c'est plus avant tout une question de compétences. C'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des RH qui sont essentiellement féminines et qui sont la fonction dans laquelle le genre féminin est représenté. Est-ce que vraiment c'est pertinent ? C'est dommage en réalité. C'est vraiment dommage. Et enfin, quelle est votre vision d'un service RH idéalement inclusif ? C'est intéressant, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais déjà c'est un service RH qui est formé. Qui est formé au biais, qui est formé à la discrimination, qui est conscient de qui ils sont et comment ils fonctionnent. Les services RH sont automatiquement formés ? Les services RH ne sont pas du tout automatiquement formés. D'ailleurs, c'est souvent les dernières roues du carrosse. Donc, on s'occupe de former les autres, puis les RH, on verra quand il y aura du budget. Cordonniers les plus mal chaussés. Voilà. En revanche, il est très fréquent que les RH soient naturellement sensibilisés parce que, tout simplement, curieux et acculturés à ces sujets-là. Il peut y avoir les formations au métier de RH qui apprennent, c'est évidemment quelles sont toutes ces discriminations, c'est des choses qui sont intégrées dans les formations métiers de RH, mais la réalité, c'est donc dans ces métiers de RH, énormément de personnes ne viennent pas d'une formation RH. C'est mon cas par exemple, mais c'est le cas de tout un tas de professionnels. On peut avoir des gens qui ont été formés à la psychologie, on peut avoir des gens qui ont été formés, qui ont été avocats par exemple, comme ça peut être mon cas. Et donc, on retrouve dans ce métier tout un tas d'individus dont certains ont été formés à un moment de leur vie et d'autres pas forcément. Donc il y a vraiment un enjeu aussi de faire comprendre que pour accompagner les gens, il faut soi-même être accompagné, tout simplement. Et si on veut avoir un service RH, je mets des grands guillemets, mais irréprochable, il faut leur avoir aussi donné les moyens et les outils d'avoir créé cette fondation. Et ensuite, pour revenir à ce sujet d'inclusivité, essayer d'avoir de la diversité dans l'équipe RH, c'est vraiment important. Ça serait bien de donner l'exemple. Oui, ce serait bien de donner l'exemple. Et c'est pas toujours si simple, il faut être honnête, parce qu'à nouveau, les gens issus de formation RH, je reprends l'archétype du genre, mais il y a très peu d'hommes, c'est pas évident de recruter des hommes, on peut pas recruter des hommes parce que ce sont des hommes, on peut recruter des hommes parce qu'ils sont compétents. Voilà, on refait le même chemin à l'envers, exactement. Et on a le système complètement inversé dans les métiers de l'informatique. Bon, c'est la même histoire. Maintenant, ce qui est important pour qu'un service RH soit inclusif dans sa pratique, à mon sens, et à nouveau on se décale de ce sujet de diversité, c'est d'avoir des méthodes de travail, des process, des modalités de communication qui soient claires pour les collaborateurs. Parce que si le collaborateur, finalement, sait à quoi s'attendre, il va pouvoir beaucoup plus naturellement aller vers un service RH, être accueilli dans son unicité, et donc tout ça contribue à l'inclusion de ses collaborateurs qui ne sont pas tous des clones. Merci beaucoup, Lou Pratali, pour cet échange passionnant. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.